Je suis juste là pour rendre cette enveloppe. La voix, à la fois frêle et ferme, provenait d'un gamin des rues de 13 ans, la peau tannée par le soleil de Normandie, vêtu d'un short usé et de Tom qui avait connu des jours meilleurs. Il tenait une enveloppe brune à 2 mains, comme s'il portait quelque chose de bien plus précieux et lourd que du simple papier. Dans la salle de réunion panoramique, au sommet d'un immeuble moderne du quartier d'affaires de la Défense, le silence fut brisé par le rire gras du millionnaire. « Tu es venu pour rendre de l'argent, juste ça ?» se moqua Théil en s'adossant à son fauteuil en cuir. Un gamin des rues qui rapporte une enveloppe. Quelle nouveauté! Les cadres autour de la table baissèrent les yeux, feignant de se concentrer sur leur tableur. Tout en haut, derrière une vitre teintée, une autre personne observait la scène sur des moniteurs de surveillance. Un vieil homme aux cheveux blancs, à l'expression lasse mais au regard perçant, ne riait pas. Il serrait fermement le pommeau de sa canne. L'enfant, ne saisissant pas l'ampleur du malaise qu'il provoquait, répéta simplement en fixant l'objet entre ses mains, « Ce n'est pas à moi. Je l'ai trouvé dans la poubelle. Il y a vos noms dessus. Je suis juste venu la rendre. » Le millionnaire éclata d'un rire encore plus sonore, mais celui qui tirait véritablement les ficelles dans l'ombre ne trouvait rien de drôle à la situation. Et c'est à cet instant précis que le vrai propriétaire de l'entreprise décida que ce garçon ne repartirait pas avant de savoir exactement ce que contenait cette enveloppe. Avant d'entrer dans cette pièce glaciale, emplie de costumes coûteux, Léo n'était qu'un visage de plus que la petite ville normande où il vivait prétendait ignorer. Il avait 13 ans, un corps maigre et des cheveux bouclés qui n'avaient pas vu de ciseaux depuis des mois. Il dormait où il pouvait, souvent dans le renfoncement d'un local commercial désaffecté, non loin d'une boulangerie dont le patron laissait parfois du pain rassis pour lui et quelques autres gamins. Mais il n'était pas né dans la rue. Personne ne naît enfant des rues. Léo était né dans une maison au sol froid, aux vieux carreaux et qui sentait le café allongé et le savon de Marseille. Sa mère, Sandrine, était de ces femmes qui passaient leur journée à récurer les maisons des autres et rentraient quand même en s'excusant d'être fatiguées. Il aimait l'entendre fredonner doucement en lavant le linge. De son père, Léo ne gardait que son prénom et un souvenir diffus, celui d'un grand homme barbu parti un jour en disant qu'il allait régler des affaires, et qui n'était jamais revenu. Personne ne lui expliqua jamais vraiment son départ. Il n'y eut que le silence et l'expression impénétrable de Sandrine chaque fois que quelqu'un posait la question. Quand il eut 9 ans, la vie devint trop compliquée. Le loyer était en retard. L'électricité fut coupée. L'employeur de sa mère la renvoya sans préavis ni paix, prétextant qu'elle n'était plus aussi efficace. Une expulsion. Une nuit dehors avec les quelques sacs de vêtements qu'il possédait, et la promesse que, demain, on trouvera une solution. Ce demain n'arriva jamais. Sandrine tomba malade. D'abord une fatigue persistante, puis de la fièvre, des vertiges et des difficultés à respirer. Un jour, elle s'effondra en pleine rue. On l'emmena au dispensaire local, puis à l'hôpital de la ville. Léo vit sa mère disparaître derrière une porte blanche et ne plus en ressortir. Une assistante sociale arriva, utilisant des mots compliqués et des explications trop rapides pour un enfant. Elle parla d'hospitalisation, d'examen, de traitement. Elle dit aussi qu'on ne pouvait pas le laisser seul. On lui proposa un foyer. Léo essaya pendant quelques jours. Il ne s'y fit pas. La voix de sa mère lui manquait, même quand elle était en colère, même quand elle était épuisée. Et un jour, il s'enfuit. La rue devint son refuge. Le feu rouge devint son lieu de travail. Il lavait des pare-brises, aidait à porter des sacs de course, rendait de menus services contre quelques pièces. Et quand la faim se faisait moins sentir, il ramassait des canettes et fouillait les poubelles, espérant trouver des restes comestibles. C'est lors d'une de ces journées, alors que le soleil déclinait et que l'odeur âcre des ordures montait des trottoirs, que tout commença vraiment. Léo se trouvait derrière un immense bâtiment, un de ces gratte-ciel à la façade en miroir qu'il n'observait que de loin, la tour de la Défense où il se trouvait maintenant. Là, se trouvaient les grands conteneurs en plastique, débordant de sacs noirs éventrés, de papier humide et de détritus en tout genre. Il manipulait les sacs avec précaution, sachant par expérience qu'ils pouvaient cacher du verre brisé, des rats ou des seringues. Il triait les canettes en aluminium dans un sac à part. Chaque kilo lui rapportait quelques euros, assez pour s'acheter du pain et un café au lait dans un petit café de quartier où l'on ne se souciait pas de son âge. Au milieu de la puanteur, un détail attira son attention, une enveloppe différente. Elle était brune, épaisse, non déchirée, juste souillée à une extrémité.
Elle ne ressemblait pas à un déchet alimentaire, mais à quelque chose jeté à la hâte. Léo la ramassa et la tapota contre sa jambe pour enlever la poussière et la crasse. C'est alors qu'il vit, dans un coin, un minuscule symbole qu'il avait déjà vu sur des panneaux publicitaires dans toute la ville, un logo bleu et or avec le nom de l'entreprise qui gérait la moitié des bâtiments du quartier. Il ne pouvait pas tout lire, mais il reconnut le design. Il avait entendu des gens à l'arrêt de bus dire « Cette boîte appartient au millionnaire qu'on voit à la télé, celui qui rachète tout, qui contrôle tout. » L'enveloppe était scellée, mais le rabat semblait juste tenu par une agrafe, pas collé. Léo songea à l'ouvrir. La curiosité d'un garçon de 13 ans, bien sûr, était là. Mais le souvenir de sa mère lui revint d'un coup, comme une réprimande silencieuse, « Ce qui n'est pas à nous, on ne le prend pas, même si c'est abandonné. » Il déglutit, passa un doigt sur le logo et pensa à voix haute, « Ça doit être important pour quelqu'un. » Il aurait pu la vendre comme du carton. Il aurait pu la jeter. Il aurait pu l'oublier. Mais quelque chose en lui, ce vestige de l'éducation de sa mère, l'en empêcha. Cette nuit-là, il dormit à peine. Il serrait l'enveloppe comme un oreiller, se demandant s'il n'était pas ridicule. Qui se soucierait d'une enveloppe tombée derrière une poubelle? Qui remercierait un gamin des rues de rapporter quoi que ce soit? Pourtant, à l'aube, il prit la décision la plus étrange et la plus importante de sa vie. Il allait monter jusqu'à la porte de cet immense bâtiment et la rendre. Pas parce qu'il espérait une récompense, mais parce qu'il sentait que ne pas le faire serait trahir sa mère. Quand il arriva devant l'entrée vitrée, il hésita. Il regarda le garde de sécurité, Nicolas Moreau, qui fronçait déjà les sourcils en le voyant approcher. Le cœur de Léo battait à tout rompre. L'envie de retourner au confort précaire de la rue était écrasante. Puis il fit le premier pas à l'intérieur. En pénétrant dans le hall, la première chose que Léo sentit fut le froid de la climatisation sur sa peau échauffée. Le sol brillait tant qu'il eut peur de glisser. Il recula d'un pas, comme si son propre corps lui disait « Cet endroit n'est pas pour toi ». Le garde s'approcha, la main levée. « Eh, gamin, ce n'est pas un endroit pour mendier. Fais demi-tour et retourne d'où tu viens. » Léo serra plus fort l'enveloppe. « Je ne suis pas venu demander quoi que ce soit, monsieur, » répondit-il d'une voix basse mais claire. « Je suis juste venu rendre ça. » C'était dans la poubelle, derrière. Il y a le nom de l'entreprise dessus. Le garde le toisa de la tête aux pieds. T-shirt délavé, short ample, tonne à l'agonie. Puis il regarda l'enveloppe sale, cornée sur les bords. Alors jette-la à nouveau à la poubelle. C'est une grande entreprise ici, pas un bureau des objets trouvés miteux. Léo voulait obéir, tourner les talons, disparaître. Mais il se souvint de sa mère, de la phrase qu'elle répétait comme une prière. Il prit une profonde inspiration. Elle n'est pas à moi. Je pense que c'est important. Je veux juste la donner à quelqu'un de l'intérieur. Le garde leva les yeux au ciel, déjà las de discuter. Il aurait pu le mettre dehors sans ménagement. Mais à cet instant, une jeune femme à la réception, Chloé, qui avait entendu la conversation, leva la tête. Elle travaillait là depuis des années et savait ce que c'était de voir quelqu'un traité comme un moins que rien. « Laissez-le parler, monsieur Moreau, dit-elle sans élever la voix. Au pire, nous prendrons l'enveloppe et nous la transmettrons. » Léo se tourna vers elle, un regard de gratitude dans les yeux. Elle lui fit signe de s'approcher. « Viens ici, petit. »« Comment t'appelles-tu » ?»« Léo. »« D'accord, Léo. Montre-moi cette enveloppe. » Il tendit les bras par-dessus le comptoir en marbre, l'atteignant à peine. Chloé prit l'enveloppe, essuyant la saleté du papier comme si elle nettoyait des préjugés plutôt que de la crasse. En la retournant, elle vit le logo de l'entreprise, le sceau du service juridique et la signature imprimée de quelqu'un d'important. Elle ne comprit pas tout, mais elle comprit assez. Ce n'était pas un déchet ordinaire. « Où as-tu trouvé ça exactement » demanda-t-elle, plus attentive. Derrière, près des grands conteneurs. C'était un peu caché. Je ramassais des canettes et je l'ai vu. Chloé se mordit la lèvre. Derrière, c'était la zone où les documents étaient évacués pour être détruits. Normalement, tout passait par une déchiqueteuse. Il était rare qu'un document intact finisse ainsi dans une poubelle. Elle regarda autour d'elle. Le hall était presque vide en dehors des heures de pointe.
Elle se tourna vers un téléphone interne, l'enveloppe à la main. Au 14e étage, dans une salle de réunion avec vue sur la Défense, un groupe d'hommes et quelques femmes étaient assis autour d'une longue table. Au centre, parlant fort et gesticulant, se tenait lui, le millionnaire du moment. Pas le vieil homme aux cheveux blancs qui avait tout fondé. On le voyait à peine ces derniers temps. Celui qui brillait, c'était le millionnaire moderne, le nouveau visage du groupe, toujours dans les médias, toujours aux événements. Stéphane Ferraz, costume impeccable, sourire facile, la voix de quelqu'un qui a appris à commander trop tôt. Officiellement, il était le PDG. En pratique, beaucoup le craignaient comme s'il était le propriétaire. Pendant qu'il parlait de bénéfices, le téléphone du bureau sonna. Un assistant répondit et lui murmura quelque chose à l'oreille. « Quoi ?» grogna Stéphane, impatient. « Un gamin des rues avec une enveloppe importante ? S'il vous plaît. » Les autres rirent, un peu mal à l'aise. Chloé, à l'autre bout du fil, insista, « Monsieur, le document porte le sceau du service juridique et votre signature imprimée. Je pense qu'il serait préférable que vous y jetiez un œil. » Il entendit cette partie. Son sourire se figea un instant. Sa signature. Un document du service juridique. Comment cela avait-il pu atterrir dans une poubelle? Il prit une grande inspiration, se renversa dans son fauteuil et décida d'en faire une blague devant son auditoire. « D'accord, faites-le monter. Ce sera mon moment de charité de la journée. » Et il raccrocha. Quelques minutes plus tard, Léo entra dans la salle de réunion, accompagné par le garde et Chloé. Il se sentit encore plus petit. Stéphane laissa échapper un petit rire en voyant l'enfant. « Voici notre distingué visiteur, » dit-il en se levant avec une amabilité feinte. « Alors, tu as trouvé quelque chose à nous dans la poubelle, hein ?» Léo haussa les épaules. « Oui, monsieur. C'était dans le sac noir, derrière. Il y a vos noms dessus. Je suis juste venu le rendre. Je ne veux pas de problème. » Quelqu'un ricana dans un coin de la table. Stéphane prit l'enveloppe des mains de Chloé et la fixa longuement. Il sentit une pointe d'inconfort qu'il ne laissa pas paraître. À la place, il choisit la moquerie. « Et dis-moi, gamin, » fit-il en faisant tourner l'enveloppe entre ses doigts. « Tu n'as pas pensé à la vendre? L'échanger contre quelque chose à manger? Je ne sais pas. Les gens de la rue ne rendent généralement rien, tu sais. » Léo sentit son visage brûler. Il baissa les yeux. « Ma mère disait toujours que ce qui ne t'appartient pas, tu ne dois pas le prendre, même si ça a été jeté. » Quelqu'un renifla avec impatience. « Comme c'est mignon !» dit Stéphane avec sarcasme. Un philosophe des rues. Ce que Stéphane ignorait, c'est que la scène était observée en silence par quelqu'un qui avait subi bien des humiliations dans sa vie, mais qui n'arrivait à s'habituer à aucune d'elles. Dans une pièce plus petite, à l'étage supérieur, le fondateur de l'entreprise, Jean Noguera, était assis devant un mur d'écran de contrôle. Ses cheveux blancs étaient soigneusement peignés. Il portait des lunettes sur le bout de son nez et sa canne reposait contre le bureau. Depuis que sa santé avait commencé à décliner, on l'avait écarté des opérations quotidiennes, pour son propre bien. On disait qu'il était fatigué, qu'il était temps de laisser la nouvelle génération prendre les rênes. Quand l'image de la salle montra le garçon maigre en tongs tenant l'enveloppe, il se pencha en avant, augmenta le volume. Il vit Stéphane rire, il vit les autres détourner le regard. Il vit aussi le logo dans le coin de l'enveloppe. Il reconnut ce type de papier, reconnut le format et, surtout, il reconnut la signature imprimée qui apparut sur un des bords quand Stéphane la tourna. Il ne pouvait pas encore lire le contenu, mais c'était suffisant pour qu'un frisson lui parcourt l'échine. À cet instant, il comprit deux choses. Cette enveloppe n'était pas un simple morceau de papier, et ce garçon ne pouvait pas être simplement renvoyé comme un déchet. Il appuya sur le bouton de l'interphone qui le reliait directement au bureau de son assistante personnelle. « Appelez Stéphane maintenant », dit-il d'une voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Et demandez-lui d'apporter l'enveloppe et le garçon. » En bas, dans la salle de réunion, le téléphone sonna de nouveau. Stéphane répondit, écouta le message et, pendant une seconde, son souffle se coupa. « Monsieur Noguera veut voir le garçon ?» répéta-t-il, incrédule. Les rires dans la salle cessèrent. Stéphane tenta de dissimuler son malaise. « D'accord.
Il s'éclaircit la gorge et se tourna vers le garde. Emmenez-le en haut. Il prit une profonde inspiration. L'enveloppe aussi. Monsieur Noguera veut la voir. Léo ne comprenait pas qui était ce monsieur Noguera. Quand la porte du bureau de Jean s'ouvrit, Léo sentit une odeur mêlant médicaments et café froid. Le vieil homme était assis dans un fauteuil en cuir. « Approche, mon fils, dit le vieil homme, d'un ton qui tenait plus du grand-père de quartier que du magnate. « Comment t'appelles-tu » Léo, répondit-il en chuchotant presque. Léo, répéta Jean, comme s'il se remémorait un nom important. On m'a dit que tu avais trouvé quelque chose à nous dans les poubelles et que tu l'avais rapporté. Il tendit une main tremblante. Le garde y déposa l'enveloppe. Stéphane était adossé au mur, les bras croisés, essayant de paraître calme. À l'intérieur, c'était la tempête. Ce doit être juste un échange de paperasse, des vieilleries, s'empressa de dire Stéphane. Le service juridique l'a probablement déjà classé sans suite. Le vieil homme ne répondit pas. Il mit ses lunettes et ouvrit l'enveloppe avec soin. Léo ne comprenait aucune de ces lignes remplies de mots compliqués, mais il remarqua que pendant que Jean lisait, son visage changeait. Il tourna une page, lut une note manuscrite en bas de page. Il reconnut très bien l'écriture. Ce n'était pas la sienne, c'était celle de Stéphane. Jean leva lentement les yeux. « Tu as dit que c'était de vieilles choses, n'est-ce pas » demanda-t-il sans lâcher le papier. Stéphane s'éclaircit la gorge. « Oui, c'est ça. Des procédures normales, des points techniques. Inutile de vous déranger avec ça. » C'est curieux, l'interrompit le vieil homme, parce qu'ici, il est écrit que j'ai autorisé une coupe budgétaire sur un projet que j'ai créé moi-même. Un projet qui porte mon nom. Et il y a plus. Il est dit que j'ai accepté de licencier la moitié de l'équipe, y compris des gens qui sont dans cette entreprise depuis qu'elle tenait dans une seule pièce louée. Il prit une autre feuille. Celle-ci était surlignée. Et ici, un rapport qui dit que le fondateur n'est plus capable de comprendre des décisions complexes, et qu'il devrait donc simplement signer là où on lui indique. Léo ne savait pas très bien lire, mais il comprit, fondateur, et incapable. Il regarda le vieil homme, vit quelque chose de familier dans ses yeux. Le sentiment d'être traité comme inférieur. Différent, mais identique. Stéphane tenta de sourire. Jean, vous savez comment est la terminologie juridique. La formulation est juste une façon de m'appeler vieux gâteux par écrit, conclut Jean sans élever la voix. Et d'utiliser mon nom pour faire ce qui vous chante. Il posa le papier sur la table et respira profondément. Sais-tu ce qui me choque le plus, Stéphane ? Ce n'est même pas ce qu'il y a ici. C'est où ça a fini. Dans la poubelle, au fond, intact, avec ton écriture dessus, et entre les mains d'un garçon qui n'a même pas de toi, mais qui en sait plus sur ce qui est juste que beaucoup de gens en costume ici. Stéphane sentit le coup. Il serra la mâchoire. Vous allez écouter un gamin qui fouille les poubelles ? Lâcha-t-il, perdant son sang-froid. Ça aurait pu être remplacé. Ça aurait pu être. Jean frappa le sol avec le bout de sa canne. Le son résonna. Ça suffit. Le vieil homme se tourna de nouveau vers Léo. Raconte-moi bien, mon fils. Comment as-tu trouvé ça ? Léo déglutit. Je ramassais des canettes, derrière, monsieur. J'y vais toujours. J'ai vu un sac déchiré avec des bons papiers encore dedans. Celui-ci était plié. J'ai vu le logo de l'entreprise dans le coin et je me suis souvenu que ma mère disait que les choses avec le nom des autres dessus, il faut les rendre, pas les garder. C'est aussi simple que ça. En une seule phrase, il avait expliqué ce que beaucoup d'adultes avaient oublié. Jean esquissa un demi-sourire fatigué. Ta mère est une femme sage. Il posa lentement l'enveloppe sur la table. À partir d'aujourd'hui, Léo, tu ne partiras pas d'ici sans avoir été écouté. Il s'adressa au garde. Il est mon invité. Personne ne pose la main sur lui. Stéphane fit un pas en avant. Vous ne pouvez pas penser à. Je peux et je le ferai, l'interrompit le vieil homme. Parce que si un garçon qui fouille les poubelles a plus de respect pour cette entreprise qu'un directeur grassement payé, peut-être que je me suis trompé de personne de confiance. Léo sentit un frisson le parcourir. Ce n'était pas de la peur.
Après que Jean leur eut dit de partir, il resta seul avec Léo. Le vieil homme prit une profonde inspiration, pencha la tête en arrière sur son fauteuil et resta silencieux quelques secondes. Il ne s'agissait pas seulement du contenu de l'enveloppe, c'était tout le film qui se déroulait dans sa tête. Les années où il avait commencé à faire plus confiance au rapport des directeurs qu'à sa propre intuition. Les fois où il avait réprimé son malaise parce qu'il était trop fatigué pour argumenter. Léo, ne sachant où mettre ses mains, resta près de la porte. Il ne comprenait pas les mots compliqués, mais il comprenait ce regard. C'était le même que sa mère lui avait lancé quand elle avait découvert que le propriétaire du magasin avait ajouté une ligne de trop sur le carnet de crédit. « Tu as de la famille, Léo ?» demanda Jean sans le regarder. « Juste ma grand-mère, Madame Dubois, » répondit-il. « Ma mère est morte il y a longtemps. Mon père, je ne m'en souviens même pas bien. » Le vieil homme ferma les yeux un instant, comme si on avait touché un point sensible. Madame Dubois. Rien que d'imaginer une grand-mère s'occupant seule de son petit-fils lui serrait le cœur. Car dans une autre maison de la ville, pendant des années, quelqu'un d'autre s'était aussi occupé de lui. Mais de loin. Sa propre fille, Sandrine. Sandrine était la fille unique de Jean. Elle avait fait des études à l'étranger, était revenue pleine d'idées modernes et avait épousé nul autre que Stéphane, le jeune loup ambitieux qui l'avait fait entrer dans l'entreprise. Au début, Jean pensait que c'était une chance inouïe. Un gendre cultivé, expert en chiffres, qui parlait avec éloquence aux réunions. Avec le temps, cependant, Stéphane prit trop de place. Il persuada Sandrine que son père était fatigué, que l'entreprise avait besoin de se professionnaliser et que le fondateur devait simplement se reposer. Sandrine, tiraillée entre l'amour pour son père et la peur de perdre son mari, commença à céder sur des points qu'elle n'aurait pas dû. Elle permit à son mari de tout filtrer avant que cela n'arrive aux oreilles de Jean, réunions, rapports, décisions. Le vieil homme commença à entrer dans son propre bâtiment comme un invité d'honneur, non plus comme son propriétaire. Et maintenant, un garçon venu des poubelles lui montrait, sans le savoir, le point exact où cette confiance s'était muée en trahison. Jean rappela le garde de sécurité. « Je veux que vous appeliez Sandrine, » dit-il fermement. « Et aussi Pierre Valerio, ce vieux comptable, vous vous souvenez ?» Le garde acquiesça. Et personne ne dit rien à Stéphane. Pas encore. Pendant ce temps, on invita Léo à s'asseoir. Il hésita, mais obéit, s'asseyant sur le bord du siège comme s'il craignait de salir le meuble coûteux. « On va me mettre dehors après ?» s'aventura-t-il à demander. « Si vous voulez, je m'en vais. Je ne voulais juste pas qu'on jette quelque chose d'important. » Jean secoua la tête. « Tu m'as apporté plus qu'un simple papier, mon garçon. Tu m'as apporté un avertissement que même ma propre famille n'a pas eu le courage de me donner. » Il parlait de famille comme de quelque chose de brisé. Quelques minutes plus tard, Sandrine entra. Elle n'avait rien d'une dame arrogante. Elle avait des cernes sous les yeux, les cheveux attachés à la hâte et son téléphone à la main, comme si elle essayait de contrôler le monde depuis un seul écran. « Papa, qu'est-ce qui se passe ? Stéphane a dit que tu t'étais énervé pour un vieux papier. Tu ne peux pas. » Elle s'arrêta en voyant Léo. Elle fixa cet homme usé, son simple t-shirt, son regard effrayé. « Qui est ce garçon ? » Jean se leva, s'appuyant sur sa canne. « Ce garçon a fait aujourd'hui ce que beaucoup de gens bien habillés ici n'ont pas eu le courage de faire en des années, » répondit-il. « Il a rendu ce qui n'était pas à lui. » Sandrine fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Jean mit l'enveloppe dans la main de sa fille. « Lis. » Lentement. Comme si c'était à propos de quelqu'un que tu aimes. Elle commença à lire. À mesure qu'elle comprenait, son expression changea. Les phrases sur le « fondateur inapte », les coupes approuvées en son nom, les signatures qui, en pratique, avaient été imposées à un homme fatigué et mal informé. Sandrine sentit une onde brûlante lui monter au cou. Car là, noir sur blanc, se trouvait le portrait de quelque chose qu'elle avait déjà perçu au fond d'elle, mais qu'elle n'avait pas voulu affronter. Stéphane utilisait le nom de son beau-père comme un bouclier pour des décisions qu'il prenait seul, sans les expliquer correctement, sans laisser de place aux questions. « Papa » murmura-t-elle, la voix brisée. « Tu n'as jamais vu ça ? » « On ne me l'a jamais présenté comme ça, » répondit-il. « Ce qu'on me donnait, c'était des résumés épurés, des présentations sur tablette.
Ce qu'il ne voulait pas que je voie, il le jetait à la poubelle. Sandrine s'assit lentement. Elle regarda de nouveau l'enveloppe, puis Léo. Soudain, la distance entre leurs deux mondes, le Penthouse avec sa vue panoramique et la ruelle du quartier populaire normand où aucun bus de luxe ne passe, parut plus courte. Une question inconfortable explosa dans son esprit: combien de douleurs comme celle de ce garçon se cachaient derrière des phrases froides comme « ajustement de personnel » ou « réduction des coûts ». Pendant ce temps, dehors, Stéphane arpentait le couloir comme s'il marchait sur un sol fissuré, ne réalisant pas encore que le garçon qu'il avait traité de « morveux » venait de démasquer le jeu trouble qu'il menait depuis des années. L'enveloppe, qui pour lui n'était qu'un risque à éliminer, était devenue entre les mains du véritable propriétaire et de sa fille la preuve que l'entreprise était conduite vers un endroit que Jean n'avait jamais osé imaginer, un avenir sans âme, avec de gros profits et peu de respect. Sandrine tenait toujours l'enveloppe quand on frappa de nouveau à la porte. C'était Stéphane. Il entra presque sans permission, sa veste impeccable et son parfum coûteux dégageant l'assurance de celui qui se sent irremplaçable. Il vit son beau-père, il vit Sandrine blême, il vit Léo recroquevillé sur sa chaise. Il évalua la scène. Tout le monde est bien tendu, commenta-t-il, forçant un sourire. Papa, j'ai déjà dit au gars de s'occuper de ça à la décharge. Nous n'avons pas besoin de perdre du temps avec. Jean leva la main pour lui dire de se taire. Le simple geste, que Stéphane aurait ignoré auparavant, eut cette fois un poids immense. Assieds-toi, dit le vieil homme. Stéphane s'assit, à contre-cœur. Il regarda l'enveloppe et la reconnut instantanément. Un frisson le parcourut, mais son visage entraîné feignit la normalité. Ce document, commença Jean, a été trouvé dans les poubelles de l'entreprise. Les poubelles que tu as ordonné de vider. Il contient des décisions signées en mon nom que je n'ai jamais approuvées de cette manière. Vous licenciez des gens comme s'ils étaient des chiffres, pas des personnes. Stéphane tenta de rire. Papa, vous savez bien que dans toute grande entreprise, il y a des brouillons, des procès-verbaux, des versions. Ce doit être une ancienne version. Et ce garçon, il regarda Léo avec dédain, l'a probablement ramassé au milieu du désordre et ne sait même pas ce qu'il transporte. Sandrine prit une profonde inspiration. Elle ne pouvait plus faire semblant. Non, Stéphane, ce n'est pas un brouillon. Il y a des dates, des noms, des employés que je me souviens avoir vu pleurer dans le couloir. Et je me suis tu. Tu disais que c'était nécessaire, que c'était stratégique. Elle parlait sans élever la voix, mais avec la douleur de celle qui admet enfin sa complicité, même involontaire. Stéphane changea de ton, cessa de rire, adoucit sa voix. Sandrine, tu sais tout ce que j'ai fait pour cette entreprise. Si nous avons dû couper dans les dépenses, c'était pour la maintenir à flot. Le marché ne pardonne pas les amateurs. Ton père était fatigué. Je n'ai fait que protéger son héritage. Cette phrase, qui avait si souvent convaincu Sandrine, sonna faux cette fois. Car maintenant, il y avait la preuve qu'en même temps que cet héritage, il avait surtout protégé son propre pouvoir. Jean parla lentement. Protéger un héritage, ce n'est pas jeter des papiers à la poubelle, Stéphane. Ce n'est pas utiliser mon nom pour licencier des gens sans les regarder dans les yeux. Ce n'est pas transformer ma signature en un tampon automatique. Le silence devint lourd. Léo observait tout, le cœur battant. Il n'avait jamais vu des gens importants aussi acculés. On frappa de nouveau. C'était Pierre Valerio, le vieux comptable, les cheveux rares et une mallette usée à la main. « Vous m'avez appelé, monsieur Noguera ?» demanda-t-il timidement. Le vieil homme lui montra une chaise. « Valerio, vous souvenez-vous de ces rapports ?» demanda-t-il en tendant l'enveloppe. Il mit ses lunettes, parcourut la surface du regard et laissa échapper un lourd soupir. « Oui, je m'en souviens. À l'époque, j'avais prévenu que c'était mal, qu'on vous ferait porter le chapeau pour tout. Après ça, j'ai cessé de recevoir ce genre de documents. Seules les versions épurées arrivaient. » Stéphane s'agita sur sa chaise. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Valerio, votre mémoire vous joue peut-être des tours. » « Ma mémoire peut flancher, » l'interrompit le comptable. « Mais pas ma conscience. Vous savez très bien que plusieurs de ces coupes ont été décidées à huis clos, avec des gens qui disaient « le vieux n'a pas besoin de tout savoir ». Sandrine ferma les yeux. Elle se souvint d'un dîner où Stéphane avait dit exactement ça. « Chérie,
ton père ne supporte plus autant de détails. Laisse-moi gérer. C'était si gentil, si convaincant, que ça ressemblait à de l'attention. C'était de la condescendance. Jean posa ses 2 mains sur la table. Ça suffit. La voix n'était pas forte, mais elle avait une fermeté que personne n'avait entendue depuis longtemps. À partir d'aujourd'hui, aucune décision importante ne passera dans cette entreprise sans un audit indépendant. Seriez-vous prêt à coordonner cela à nouveau? Le comptable déglutit, visiblement ému. J'accepte, monsieur Noguera. Tant que j'en aurai la force, j'accepte. Puis le vieil homme regarda Léo. Et ce garçon reste. Stéphane faillit se lever. Reste? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un gamin des rues, Jean. Ce n'est pas un refuge. Léo baissa la tête, prêt à entendre pire. Mais Jean ne le permit pas. Ce gamin des rues, comme tu l'appelles, a fait plus pour l'honnêteté de cette entreprise aujourd'hui que beaucoup de cadres en costume. Il va étudier. Et s'il le veut, il travaillera ici. Pas pour servir le café, mais pour apprendre vraiment comment une entreprise doit traiter ses gens. Léo resta sans voix, capable seulement d'hocher la tête, les yeux pleins de larmes. Stéphane tenta une dernière charge. Vous allez détruire tout ce que nous avons construit pour une enveloppe sale et un gamin qui ne sait même pas lire. Jean le fixa, las mais lucide. Ce n'est pas l'enveloppe, Stéphane. C'est ce qu'elle révèle. Et ce n'est pas le garçon qui m'inquiète. C'est l'homme qui croit que le papier sale est toujours celui qui dit la vérité. L'atmosphère devint glaciale. Stéphane réalisa pour la première fois que la corde avait lâché de son côté. Ce soir-là, Jean convoqua une réunion générale pour le lendemain. Conseil d'administration, service juridique, ressources humaines. Personne ne connaissait la raison, seulement que c'était grave. On laissa Léo partir. Mais le vieil homme insista, reviens demain. Je te veux ici. Il descendit dans l'ascenseur, la tête en ébullition. Le lendemain, avant même l'heure d'ouverture, l'entreprise baignait dans une atmosphère étrange. Les couloirs bruissaient de chuchotements. Léo arriva avec ses meilleurs vêtements, un t-shirt propre, les cheveux peignés à l'eau, et les mêmes tomes usés. Dans la grande salle, des employés, des cadres, du personnel administratif. Beaucoup craignaient pour leur emploi. Jean entra lentement, une main sur la table. À côté de lui, Sandrine, le visage grave. En retrait, Stéphane, l'air sévère. Et dans un coin, presque caché, Léo. Jean ne prit pas de micro. Il parla d'un ton conversationnel. Il dit qu'il était là pour corriger des actes commis en son nom, mais sans son consentement. Il révéla avoir découvert des décisions prises en secret, utilisant sa signature pour nuire à des gens ordinaires. Il ne nomma personne immédiatement. Puis il regarda Stéphane. Il dit clairement qu'il avait fait trop confiance à son gendre, qu'il l'avait laissé prendre des décisions qui lui échappaient, que tout en protégeant l'héritage, il avait aussi dissimulé des décisions inhumaines. Stéphane tenta de se défendre, parla de stratégie, de marché difficile. Jean écouta et répondit simplement, « Aucun chiffre ne justifie de jeter des gens à la poubelle. » La phrase resta en suspens. Puis il fit ce que personne n'attendait. Il s'excusa. « Je me suis trompé. Je me suis trompé par omission. J'ai laissé des gens souffrir sans vérifier correctement. À partir d'aujourd'hui, ça ne se reproduira plus. » Il annonça l'audit indépendant. Un murmure parcourut la salle. Alors seulement, il appela Léo à s'avancer. L'enfant hésita. Sandrine l'encouragea d'un signe de la main. Il s'approcha, les jambes tremblantes. Jean posa une main sur son épaule. Ce garçon a trouvé quelque chose dans la poubelle qui nous appartenait. Il aurait pu le vendre, le déchirer, l'ignorer. Mais il l'a rapporté. Ici, beaucoup de gens ont été traités comme des objets jetables. Il est venu nous rendre, sans même le savoir, ce que beaucoup avaient perdu, la chance d'être pris au sérieux. Des gens commencèrent à faire le lien. Ils avaient entendu parler du garçon à l'enveloppe. Maintenant, ils voyaient son visage. Jean annonça là, devant tout le monde, que Léo bénéficierait d'un soutien pour ses études et d'un poste d'apprenti s'il le souhaitait. Pas comme une faveur, mais comme une reconnaissance. Stéphane bouillait de rage. Dans ce geste,
il vit un message clair, son règne sans partage était terminé. Finalement, Jean informa Stéphane que, jusqu'à la fin de l'audit, il serait écarté de toute prise de décision. La réunion se termina sans applaudissements. Les employés partirent en parlant à voix basse, certains pleins d'espoir, d'autres méfiants. Les plus anciens se souvenaient de collègues qui avaient subi des injustices. Léo descendit dans l'ascenseur, le cœur serré. Il ne comprenait pas la moitié des mots, mais il avait saisi l'essentiel. Un vieil homme riche l'avait regardé comme un être humain, et à cause d'une enveloppe qu'il avait failli jeter, beaucoup de choses allaient changer. Sur le chemin du retour, dans le bus de ligne bondé, il posa sa tête contre la vitre et pensa à Madame Dubois, à la rue, aux gens qu'il connaissait qui avaient été licenciés sans explication. Une question le hantait, et si cette enveloppe n'était pas tombée entre ses mains? La réponse faisait mal. Rien de tout cela ne serait arrivé. Il était agréable de penser au destin, à Dieu, à ces grandes choses. Mais au fond, il savait que parfois, la seule différence entre la vérité et le mensonge, c'est que quelqu'un décide simplement de ne pas tourner le dos. Il l'avait fait. Et même s'il n'avait aucune idée de la suite, il sentait que sa vie venait de changer de cap. Pas seulement la sienne. L'histoire de l'enveloppe ne tarda pas à se répandre. D'abord dans les couloirs, puis dans les groupes WhatsApp de l'entreprise. Le lendemain, un journaliste économique reçut une information. L'article n'entrait pas dans les détails, mais la phrase clé y était « Un adolescent vivant dans la rue a trouvé des documents malencontreusement jetés et a décidé de les restituer à l'entreprise, déclenchant une révision interne des décisions passées. » Dans le quartier populaire normand de Léo, la réaction fut différente. À l'épicerie du coin, le propriétaire montra fièrement la nouvelle sur son téléphone. « C'est ce gamin d'ici. Je ne l'ai jamais vu toucher à quoi que ce soit qui ne soit pas à lui. » Monique Dubois, assise sur le pas de sa porte, passa une main sur son visage, émue. Certains voisins commencèrent à regarder Léo différemment. Avant, il était un gamin qui traînait. Maintenant, il était le garçon de l'enveloppe. Dans la grande maison, la réaction fut autre. Sandrine lisait l'article, son café refroidissant. Elle ne se voyait pas comme une victime, mais ne pouvait plus se voir comme une aveugle. Stéphane, lui, commença à sentir les effets de sa mise à l'écart. Le téléphone sonnait moins, les invitations se faisaient rares. Le silence faisait plus mal que n'importe quel cri. Chez lui, Jean marchait plus lentement, mais se tenait plus droit. Il s'asseyait sur le porche le soir et pensait, si ce garçon n'était pas apparu, je serais mort en pensant que tout allait bien. Léo, lui, menait une vie sans faste. Il continuait de faire des petites courses, d'aider ses voisins, de compter ses pièces. Mais il y avait maintenant autre chose, un chemin ouvert vers les études, un homme d'affaires qui connaissait son nom, et l'étrange sentiment que la vérité qu'il portait dans une enveloppe sale était arrivée là où beaucoup n'arrivent jamais à entrer, le cœur de la prise de décision. Pour le quartier, le message était simple, ce ne sont pas toujours les grandes choses qui changent tout. Parfois, c'est le gamin que personne ne voyait, celui qui ramassait les déchets, qui décide de ne pas jeter une occasion de faire ce qui est juste. Et sans s'en rendre compte, Léo devenait déjà une partie d'une histoire plus grande que lui. Avec le temps, Léo commença à s'habituer à une vie qui lui semblait étrange. Une moitié de lui était toujours dans son quartier tranquille, l'autre s'aventurait dans un monde qu'il n'avait vu que de loin. Le matin, il était parfois dans l'entreprise, son sac à dos sur les épaules, se rendant aux cours que le groupe lui-même aidait à financer. L'après-midi, il passait toujours par l'épicerie du coin, le terrain de terre battue et la maison de Monique Dubois. Il ne voulait pas oublier d'où il venait. Une chose, cependant, le troublait encore. Des gens avaient été licenciés à cause des décisions troubles prises au sommet. Ils avaient maintenant reçu des excuses tardives, une compensation et une chance de recommencer. Tout cela parce qu'une enveloppe qui aurait dû être détruite avait atterri entre les mains d'un garçon qui fouillait les poubelles. Un jour, Jean appela Léo à l'entreprise et lui demanda de monter à un étage où il n'était jamais allé. Ce n'était pas la salle de réunion vitrée ni l'auditorium. C'était une pièce simple avec une table, 2 chaises et une bouteille d'eau. Un homme d'une quarantaine d'années s'y trouvait, pas en costume, mais en simple chemise, mal rasé, avec un regard à la fois las et curieux. C'était l'un des hommes licenciés. Jean expliqua calmement qu'il lui semblait juste qu'ils se rencontrent. L'homme se leva lentement et tendit la main à Léo. « Je ne sais pas vraiment quoi dire, avoua-t-il, mais merci de ne pas l'avoir jeté. »
Léo haussa les épaules timidement. Je ne voulais juste pas faire à cette enveloppe ce que tant de gens m'ont toujours fait, répondit-il sans mesurer le poids de ses mots. Cet après-midi-là, en quittant l'entreprise, Léo sentit quelque chose de différent. Une lettre destinée à la déchiqueteuse avait fini par sauver des destins. Avec le temps, le bruit courut que l'entreprise allait ouvrir un cours de formation simple pour les jeunes de régions comme celle de Léo, avec transport et repas inclus. Léo aida à coller quelques affiches dans les commerces locaux. Quand quelqu'un demanda « Alors, c'est bien ?» il répondit sans emphase « Je ne sais pas encore, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un de là-haut se souvenir qu'il y a aussi des gens ici en bas. » Au milieu de tout cela, Stéphane tentait de rester à flot. Il n'était pas en prison, mais il avait perdu le respect. Le silence entre lui et Sandrine en disait long. Elle avait commencé à se souvenir des moments où elle avait suspecté quelque chose et choisi de ne pas regarder. Une nuit, elle lut une brève nouvelle sur Internet. Elle parlait d'entreprises qui réexaminaient d'anciennes décisions, ouvrant la porte à des accords avec d'anciens employés lésés. Elle savait où cette histoire avait commencé. Pendant ce temps, Léo gardait les pieds sur terre. La grand-mère d'un ami tomba malade, il aida à trouver des médicaments. Un voisin tomba en panne d'essence, il se dépêcha de cotiser pour l'aider. Il n'est pas devenu un exemple parfait. Il faisait des erreurs, se fatiguait, et pensait parfois à tout laisser tomber. Mais chaque fois qu'il passait derrière le bâtiment de l'entreprise et voyait la zone des poubelles désormais organisée, avec des clôtures, des caméras et des panneaux indiquant l'élimination correcte des déchets, il ressentait un étrange mélange de colère ancienne et de soulagement nouveau. Au moins, maintenant, ils savent que leurs poubelles parlent, pensa-t-il. Un après-midi, alors qu'il traversait la rue, son sac à dos sur les épaules, il entendit quelqu'un l'appeler. C'était Jean, appuyé contre sa Citroën 2CV de fonction, sans chauffeur, sans apparat. « Tu rentrais chez toi ?» demanda-t-il. Léo acquiesça. « Moi aussi, » répondit Jean, « mais avant, je voulais te demander quelque chose. » Il marqua une pause. « As-tu déjà pensé à travailler ici un jour ? Pas seulement pour livrer des enveloppes, mais pour aider à décider ce qui ne va plus à la poubelle ?» Léo ne répondit pas tout de suite. Son cœur battait la chamade, son esprit s'emballait vers un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. Il resta sur le trottoir, fixant le visage de Jean. Jean comprit son hésitation. « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Pense-y. Si un jour tu le veux, la porte ne tournera plus seulement pour te mettre dehors. Elle s'ouvrira pour que tu entres. » Léo esquissa un demi-sourire, sans rien promettre. Cette nuit-là, allongé sur son lit simple, il pensa à tout ce qui s'était passé depuis le jour de l'enveloppe. Il se souvint de sa main tremblante, du rire moqueur de Stéphane, du regard de Jean. Et il se souvint surtout de Monique Dubois, la voisine qui disait toujours que la vie des pauvres est une montagne russe. Le lendemain, il rejoignit ses amis qui jouaient au foot sur le terrain de terre battue. Les garçons le bombardèrent de questions. « Alors, tu es devenu riche. Tu vas oublier les copains ?» Il rit, un peu mal à l'aise. « Je ne sais même pas exactement ce que je suis devenu. Je sais juste que pour la première fois, quelqu'un de là-haut m'a appelé pour parler alors que je suis encore en vie. » Plus tard, assis sur le trottoir avec Monique Dubois, il lui parla de l'invitation. Elle écouta en silence. « Et de quoi as-tu peur ? » demanda-t-elle finalement. Léo fit une grimace. « De devenir l'un d'eux et d'oublier cet endroit. Ou de rester ici et de manquer l'occasion de changer quelque chose là-bas, ajouta-t-elle. Il resta silencieux. Elle avait vu juste. « Je peux te dire quelque chose, Léo ? Quand une porte s'ouvre pour quelqu'un qui n'a jamais été invité, parfois, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit d'amener qui tu es avec toi. » La phrase lui resta en tête. Les jours passèrent. Un après-midi pluvieux, Léo retourna au bureau, cette fois avec juste un bout de papier plié dans sa poche. À la réception, la jeune femme lui offrit un sourire discret. « Vous pouvez monter. Il vous attend. » Il entra dans l'ascenseur, ressentant ce mélange familier de nervosité et d'excitation. Mais quelque chose était différent. Son nom était sur le registre à l'entrée. Dans la pièce simple, Jean était assis. « J'ai réfléchi à votre question, » dit Léo d'emblée. « Je ne veux pas devenir un employé de bureau en cravate.
Mais je ne veux pas non plus passer ma vie à me plaindre de l'entreprise sans essayer de changer quoi que ce soit de l'intérieur. Jean hocha la tête. Alors, tu acceptes. Léo prit une profonde inspiration. J'accepte d'entrer, mais à une condition. Il le dit avec une fermeté qu'il ne se connaissait pas. Je veux que la chance qui m'est donnée ne soit pas seulement pour moi. Je veux que cette porte s'ouvre aussi pour d'autres jeunes du quartier. Un cours, un stage, n'importe quoi. Si c'est juste pour que j'entre et qu'on oublie les autres, alors ça ne vaut pas le coup. Jean resta silencieux un instant. Ce n'était pas la réponse d'un opportuniste. C'est décidé, dit-il finalement. Nous commençons avec toi, mais nous ne finissons pas avec toi. Jean conduisit Léo dans une petite salle où 5 autres jeunes de son quartier étaient assis, avec le même regard mêlé de méfiance et d'espoir. Ce premier cours existe grâce à toi, dit Jean simplement. Si tu n'avais pas rendu cette enveloppe, rien de tout cela ne se serait produit. Dans le quartier, certains le regardaient avec envie, d'autres avec un respect silencieux. Monique Dubois restait sur le pas de sa porte, café à la main. Un jour, alors qu'il passait avec un nouveau sac à dos, elle commenta, « C'est drôle, n'est-ce pas? Cette enveloppe que tu as trouvée dans la poubelle n'était pas à toi, mais elle t'a rendu quelque chose qui t'a toujours appartenu. » Quoi? Demanda-t-il. Elle sourit. La dignité. Personne ne te l'a donnée. Ils ont juste reconnu ce qui était déjà là. Dans l'entreprise, Sandrine reprit progressivement son rôle. Elle n'était plus l'épouse qui souriait pour la forme. Un jour, elle s'assit avec Léo et lui demanda une chose, « Si jamais tu penses que nous recommençons les mêmes erreurs, dis-le. Il vaut mieux l'entendre maintenant que d'attendre qu'une autre enveloppe tombe. » Avec le temps, la vie n'est pas devenue un conte de fées, mais elle a changé de place. Léo vivait toujours avec Madame Dubois, maintenant dans une petite maison de campagne propre et bien tenue, le frigo plein. Il prenait toujours des bus bondés, se promenait dans le même quartier. La différence était que maintenant, quand il quittait la maison, il n'était plus simplement le gamin des poubelles. Il était le garçon qui avait aidé la vérité à retrouver sa place.